Je suis Françoise Gorga, je travaille pour l'Institut Carnot Agri-Food Transition et on vous propose aujourd'hui une conférence sur le froid et sur les enjeux du froid dans le secteur agroalimentaire. Je vais vous dire juste 2 mots sur les instituts Carnot et je vais passer la parole après aux experts puisque c'est pour ça que vous êtes là. Les instituts Carnot sont des outils qui sont à la disposition des entreprises. On a été créé par le ministère de la Recherche il y a quelques années. Il y en a 39 en France et tous les instituts Carnot sont sectoriels. Donc l'Institut Carnot pour lequel je travaille, Agri-Food Transition, est un institut Carnot qui est spécialisé dans la filière agri-agro-aqua. C'est pour ça qu'on est au CFIA. Et notre travail, c'est globalement d'accompagner les entreprises, de les mettre en relation avec des entreprises qui ont des besoins de R&D, de les mettre en relation avec la bonne compétence de R&D en face. Donc si vous avez un projet de R&D, que vous n'arrivez pas à résoudre la question en interne et que vous cherchez une expertise extérieure, n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour ça, on a été mis en place pour ça, on est à votre disposition. Nous, à l'Institut Carnot, on regroupe 17 composantes, donc elles sont toutes là, comme vous voyez, on est très breton. Globalement, ça représente 640 chercheurs. 640 chercheurs qui sont un peu des top chercheurs dans leur discipline et qui ont l'habitude de travailler avec les entreprises. Donc le message est passé, je pense. Je ne vais pas me répéter, mais on est là pour vous. N'hésitez pas à nous contacter. Pourquoi est-ce qu'on vous propose une conférence sur le froid? Parce qu'on rencontre des entreprises, on les accompagne dans leur analyse de besoins et on se rend compte que cette question est très importante dans le secteur agroalimentaire. Je vous ai mis quelques chiffres, mais vous les connaissez sans doute. 60% des aliments passent par une étape de réfrigération. Alors le froid, évidemment, c'est un enjeu économique, mais c'est aussi un enjeu de durabilité. Et il y a des solutions R&D qui existent. Il y a 3 de nos composantes qui vont prendre la parole aujourd'hui pour en parler. Donc, ils vont se présenter après, mais globalement, il y a l'Adria, Opal et le pôle Cristal qui travaillent sur le froid et qui ont des solutions qui pourraient intéresser les entreprises de l'agroalimentaire. Mais on a voulu, avant ça, faire un point sur la réglementation, parce qu'on est dans un secteur où c'est la réglementation qui tire l'innovation. Merci à la FCE, à Éric Martin d'avoir accepté de faire ce point-là. Donc j'espère que ce sera intéressant pour vous parce que même quand on a le nez dedans toute la journée, c'est un peu difficile de suivre les différentes mises à jour de la réglementation. Pour le coup, là, vous allez avoir un exposé de où on en est. Et ensuite, on passe sur les solutions R&D qui existent. Éric, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Éric Martin. Donc, je travaille chez Johnson Control Industries. Et Johnson Control Industries est membre de l'AFCE, Alliance Froid, Climatisation, Environnement, depuis de nombreuses années. Johnson Control, très rapidement, on est fabricant, installateur, mainteneur de systèmes frigorifiques industriels. Et chez Johnson Control, j'ai en charge tous les aspects réglementaires, normatifs pour la conception des installations, jusqu'à la fabrication, la mise en service et également tout l'accompagnement chez nos clients pour le suivi réglementaire en service. Alors à ce titre, je vais vous présenter un petit panorama sur les fluides frigorigènes, puisque pourquoi les fluides frigorigènes? Comme ça a été évoqué juste avant, il y a un enjeu majeur et des défis à venir très importants, puisque ce sont des fluides qui sont extrêmement réglementés, au niveau des réglementations internationales notamment. Et en fait, ce que vous pouvez voir sur cette diapositive, c'est qu'il y a 2 grandes familles de fluides frigorigènes. On peut dire ce qu'on appelle les fluides frigorigènes fluorés et les fluides frigorigènes organiques. Alors dans les fluorés, il y a les fluides frigorigènes dont on a beaucoup entendu par le passé, les CFC, les HCFC, qui sont des fluides aujourd'hui qui ont été condamnés par les fameux règlements CE dits ozone. Donc ces fluides-là, aujourd'hui, on les trouve quasiment plus dans les systèmes frigorifiques. Hormis encore les HFC qui sont en service, tels que le R22, mais dès lors qu'on touche à un équipement, le fluide, il part en destruction. Donc la nouvelle famille de fluides, on va dire, dans les fluorés, sont les HCFC et les HFO, dont hydrofluorocarbures. Et eux, ils sont réglementés par également un règlement F-Gaz dont vous avez sans doute entendu parler, qui traite tous les gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique.
Et donc, dans ce cadre-là, vous voyez qu'il y a eu déjà, on est à la 3e génération de règlement CE F-Gaz. Le dernier en date, qui a été publié au journal officiel le 20 février dernier, qui entre en vigueur depuis hier, puisque c'était le 11 mars 2024 qui entre en vigueur. Et ce règlement, ce nouveau règlement F-Gaz, lui, il contribue à réglementer encore plus fortement les fluides fluorés, et en l'occurrence à intégrer les fameux fluides HFO, qui sont la dernière génération de fluides fluorés utilisés dans les systèmes frigorifiques. Alors, petite parenthèse sur les fluides, vous verrez quand vous verrez la présentation, il y a des petites, à côté des exemples de fluides frigorigènes, R quelque chose, vous avez A1, A2, B1, B2, etc. Quand un fluide est nommé A, c'est qu'il est non toxique ou faiblement toxique. Quand il est B, il est toxique. Et quand on va de 1, 2L, 2 et 3, c'est son niveau d'inflammabilité qui augmente pour être hautement inflammable. Il y a également un autre règlement CE dont on entend beaucoup parler en ce moment qui concerne les fameux PFAS, le règlement REACH. Et lui également, il contribue à réglementer ou à prévoir de réglementer et de restreindre l'utilisation également des HFC et des HFO. Pour l'instant, il n'y a encore effectivement rien de tranché sur ce sujet-là, mais il y a une menace potentielle sur ces fluides-là. Alors ensuite, si on parle des fluides organiques, les fluides qu'on utilise également beaucoup dans l'industrie agroalimentaire, tels que l'ammoniac, le CO2 ou les hydrocarbures, de plus en plus, eux, ils sont également réglementés par le Code de l'environnement notamment. Alors les fluides fluorés, évidemment, ils sont réglementés par le Code de l'environnement, à la section 6. L'ammoniac est réglementé, lui, par la réglementation ICPE 4735, j'en reparlerai un petit peu plus en détail. Et les fluides hydrocarbures, donc hautement inflammables, eux, ils sont évidemment fortement réglementés également par le Code du travail, puisque ils ont tendance à créer des zones ATEX, atmosphère explosive, et donc dans ce cadre-là, ils sont également réglementés pour leurs utilisations. Donc là, vous avez une sorte de panorama à peu près de toutes les familles de fluides qu'on peut rencontrer. Et donc c'est important pour vis-à-vis d'un industriel, que ce soit un concepteur d'installation ou un utilisateur final exploitant, de savoir comment il va pouvoir se projeter à l'avenir, quel fluide il va pouvoir utiliser, puisque c'est souvent la question récurrente qui est posée, quel fluide de demain je vais pouvoir utiliser, et que ce soit pour la R&D des fabricants de matériel et que ce soit pour les utilisateurs finaux. Alors juste une petit aparté sur la fameuse nouvelle réglementation F-Gaz, dit F-Gaz 3. Alors elle repose toujours, elle, sur deux piliers, qui sont ce qui est en rouge sur la gauche, les mesures pour prévenir les fuites et favoriser les bonnes pratiques pour l'utilisation de ces fluides frigorigènes. Et puis en bleu, dont je vais faire quelques petites, vous donner quelques petites informations qui concernent les mesures pour limiter l'utilisation des fluides HFC, puisqu'évidemment, ces fluides-là, HFC et HFO, sont, avec cette nouvelle réglementation, encore plus contraints quant à leur mise sur le marché d'équipement et à leur utilisation. Ça, c'est un petit graphique qui vous montre très clairement, ici, sur la gauche, la précédente réglementation F-Gaz et la nouvelle en orange. Et ce sont les quotas de mise sur le marché des fluides frigorigènes et en tonnes équivalent CO2, c'est-à-dire les quantités que les producteurs de fluides frigorigènes vont pouvoir mettre sur le marché européen. Et on voit bien qu'il y a une grosse marche qui va se passer, qui se passe déjà et qui va se passer dans les années à venir. On voit que la réduction, le fameux phase down qui est prévu par ce règlement F-Gaz, ce nouveau règlement, va contribuer à réduire très fortement l'autorisation de mettre sur le marché les fluides frigorigènes fluorés. Alors qu'en parallèle de ça, il y a une étude d'une organisation européenne qui s'appelle l'EPE qui a estimé les besoins nécessaires au milieu de la réfrigération et de l'HVAC pour mettre sur le marché des équipements par rapport aux besoins et puis pour les maintenir en service, qui est au-delà de ces quantités qui vont être attribuées par la nouvelle F-Gaz. Il faut juste rappeler également, il y a une étude CITEPA missionnée par la FCE en 2023 qui, pour mémoire, rappelle que 88% des équipements frigorifiques en France fonctionnent avec des fluides fluorés. Et donc, dans ce cadre-là, ça risque de devenir compliqué de maintenir en service ces équipements-là avec ces fluides-là. Alors, cette nouvelle F-Gaz, juste quelques petits principes
quand même pour vous rappeler comment elle va contribuer à limiter l'utilisation des fluides fluorés. Aujourd'hui, elle a découpé les familles en ce qui est équipement de réfrigération fixe, de climatisation et de pompe à chaleur, et ce qu'ils appellent les refroidisseurs, les chillers. Ce que j'ai surligné en jaune, en fait, c'est notamment les nouvelles interdictions d'utilisation pour la mise sur le marché de nouveaux équipements. Et vous voyez que, notamment, si on prend les dates les plus brutales, qui vont être à partir de 2030, c'est-à-dire tous les équipements frigorifiques de réfrigération ne pourront être utilisés que des fluides, et il y aura un PRP ou un GWP, un potentiel de réchauffement planétaire, qui ne devra pas dépasser 150. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que ces nouveaux fluides qui pourront être utilisés, conduisent à utiliser des fluides soit légèrement inflammables, soit inflammables, donc avec des contraintes différentes sur la conception et la mise en œuvre des installations. Pour les chillers, ce qu'on appelle les refroidisseurs fixes ou les chillers, les chiffres sont un peu différents, mais quand on parle plutôt de forte puissance, au-delà de 12 kW, dans l'industrie agroalimentaire en particulier, les chillers ne pourront utiliser à partir de 2027 que des fluides ayant un PRP qui ne dépassant pas 750. Alors, il y a toujours des petites exceptions dans certains cas qui sont surlignées dans le tableau, mais voilà, c'est quand même de fortes limitations qui vont arriver et qui vont conduire à utiliser de nouveaux fluides frigorigènes. Et puis enfin, pour tout ce qui est climatisation et pompe à chaleur, pareil, si je fais le focus sur plutôt les plus fortes puissances, supérieures à 50 kW, ce qui est déjà pas très élevé en termes de puissance quand on est dans l'industrie, à partir de 2030, le PRP ne devra pas dépasser 150 également. Donc ça, c'est les contraintes de mise sur le marché des équipements. Et puis après, il y a quelque chose qui a sauté dans la diapo. Ouais, c'est pas grave. Là, c'est simplement pour rappeler que tous les équipements à service, ils doivent continuer à fonctionner, à être maintenus. Et aujourd'hui, jusqu'en 2030, vous avez le droit d'utiliser pour la maintenance des fluides régénérés et recyclés avec un GWP ne dépensant pas. Alors, dès lors que le GWP dépasse ou le PRP 2500, à partir de ce moment-là, c'est uniquement l'utilisation de fluides régénérés et recyclés qui peut être utilisée jusqu'en 2030. Et demain, cette limitation va passer à 750 à partir de janvier 2032. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'équipements frigorifiques en service. Comme vous l'avez vu dans une précédente diapo, 80% en France de ces équipements vont être contraints soit de changer de fluide, soit de remplacer des équipements, nécessairement du fait de la pénurie de fluides qu'il va y avoir sur le marché. Et puis pour le conditionnement d'air et les pompes à chaleur, le chiffre est un peu différent, puisqu'on est plutôt sur une base de GWP de 2500 à pas dépasser à partir de 2026. Donc ça, c'était une petite parenthèse plutôt sur la F-Gaz. Là, je reviens sur le fameux règlement REACH qui concerne les fameux PFAS, les polyfluoroalkyl substances, dont on entend beaucoup parler dans la presse ces temps-ci. Alors, c'est juste ce qu'il faut savoir sur cet aspect-là, c'est qu'il y a à peu près 1 an de ça, il y a eu un recensement de toutes les substances qui potentiellement peuvent polluer l'environnement et être des polluants éternels, comme c'est souvent évoqué. Il y a eu pas loin de 10 000 substances d'identifiées. Et aujourd'hui, si vous voulez, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que les premières études qui sont lancées sur le sujet vont concerner les matériaux en contact avec les produits alimentaires et puis la santé, et que les discussions concernant les gaz fluorés, les fluides frigorigènes fluorés, et également les fluoropolymères qui sont beaucoup utilisés dans les composants, les joints des systèmes frigorifiques, débuteront plus tard. Ce n'est pas encore la priorité, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi une menace pour ces fluides-là, à la fois côté F-Gaz et à la fois côté règlement REACH, sur une potentielle restriction encore plus forte de ces fluides-là. Ce n'est pas toujours très, très encourageant pour le milieu de la réfrigération. Alors un autre sujet également sur les aspects réglementaires, je vous parlais de la réglementation ICPE, installation pour la protection de l'environnement. Bon, ça c'est connu depuis très longtemps, l'ammoniac est un fluide frigorigène très largement utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Et aujourd'hui, comme depuis longtemps, il y a 3 cas de figure dans la réglementation ICPE, soit le site
industriel comporte moins de 150 kg d'ammoniac, dans ce cas-là, il n'est pas réglementé. Soit il est entre 150 et 1500 kg d'ammoniac sur le site. À partir de ce moment-là, c'est un site soumis à déclaration et contrôle périodique et soumis à un arrêté du 19 novembre 2009. Et au-delà d'une tonne 5 sur le site, c'est un site soumis à autorisation préfectorale, avec étude de danger, d'impact sur l'environnement, et avec soumis aux exigences de l'arrêté du 16 juillet 1997. Donc voilà, on monte crescendo dans les exigences réglementaires ICPO en fonction de la charge d'ammoniac sur le site. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces réglementations sont quand même relativement anciennes. Hein. On voit 97, alors 2009, elle avait révisé celle de 98, et qu'il y a quand même beaucoup d'incohérences et d'exigences très disparates entre les différents textes. Et la commission fluide de l'Association française du froid a décidé de prendre le taureau par les cornes et de créer un groupe de travail pour réviser ces textes réglementaires et peut-être aussi envisager des seuils de soumission à la réglementation ICPE moins défavorables pour permettre justement de promouvoir et de favoriser l'utilisation de l'ammoniac dans les systèmes frigorifiques, parce que comme on le sait tous, en tout cas pour beaucoup, et notamment les frigoristes, l'ammoniac est quand même un excellent fluide frigorigène et qui n'a aucun impact sur le réchauffement climatique et sur la couche d'ozone. Dernier point sur lequel je voulais attirer l'attention, qui est une réglementation plus liée aux équipements sous pression qu'au fluide frigorigène en lui-même, mais qui concerne la réglementation sur les équipements sous pression. Juste un petit rappel, c'est que voilà, un fabricant installateur a pour obligation, lorsqu'il met sur le marché, de respecter les directives équipements sous pression pour le marquage et la mise sur le marché de ces équipements. Dès lors que ces équipements passent en exploitation après réception chez un exploitant, à partir de là, ils sont soumis à des suivis en service réglementaires par la réglementation nationale française, qui est l'arrêté du 20 novembre 2017, et en complément avec le cahier technique professionnel qui traite du suivi en service des équipements frigorifiques sous pression. Si je rappelle cette petite diapositive, vous aurez sans doute le temps de la regarder plus en détail, mais ce suivi réglementaire en service est prévu depuis déjà les années 2000. On est en 2024 aujourd'hui, avec tout un tas de contrôles, de vérification initiale, d'inspection périodique, de requalification périodique pour les équipements frigorifiques. Et malheureusement, l'administration s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'exploitants qui sont encore en retard sur le suivi réglementaire de leurs équipements sous pression, hein, sachant, comme je l'évoque, ça date depuis 2000, avec de nombreux cahiers techniques qui ont été mis en place au fil des années, jusqu'au dernier cahier technique de 2020 et qui est en cours de révision également aujourd'hui. Et que l'administration est un petit peu inquiète de ce manque de suivi de la part de beaucoup d'exploitants, en particulier sur les équipements contenant des fluides fluorés, parce que côté ammoniac, c'est vrai que c'est beaucoup plus encadré et suivi. Il y a eu certaines décisions ministérielles qui ont pour but de remettre dans le circuit les exploitants qui n'étaient pas en règle, les fameuses BSER de 2021 et 2023. Et malgré ça, aujourd'hui, tous les équipements sous pression avec des fluides non toxiques tels que j'ai précisé ici, les HCFC, les HFC, les HFO, les HC, hydrocarbures et le CO2, ont une date butoir qui arrive cet été, le 19 août 2024. C'est que dès lors que ces équipements n'auraient pas été remis en régularisation pour leur suivi réglementaire, ils devront suivre un plan d'inspection renforcé et avoir des inspections périodiques annuelles et une requalification au bout de 3 ans au lieu de 12 ans en fait. Donc ce sont des fortes contraintes qui s'annoncent pour les exploitants de ce type d'équipement et qu'il est urgent de penser à régulariser vos équipements si ce n'est pas encore fait. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, pour terminer, je dirais que on a dans le monde du froid industriel, du froid en général, des défis à venir sur ces changements qu'il va y avoir vis-à-vis des fluides. Et beaucoup de questions à se poser à l'avenir, en fait, sur ce suivi réglementaire. Merci Eric. Je vais passer la parole à Frédéric Bazantet, du pôle Cristal. Merci, bonjour à tous. Donc voilà, il y a un peu de pub, mais vous l'aurez dans les présentations qu'on pourra vous envoyer pour ceux qui en font la demande. Donc Frédéric Bazantet, je représente le pôle Cristal, qui est un centre d'innovation technologique basé ici en Bretagne, à côté de Dinan, et nous travaillons sur toutes les questions d'optimisation des systèmes frigorifiques, de
de conception, de mise au point de nouvelles solutions. Et donc je vais vous parler notamment en particulier d'un projet qu'on a mené dans le cadre de l'Institut Carnot, puisqu'on fait une des 17 composantes de l'Institut Carnot, avec nos partenaires également de l'ADRIA, qui travaille sur la maîtrise sanitaire, qui est un centre d'innovation basé à Quimper, et le LUBEM, qui est un laboratoire qui est spécialisé également en microbiologie. Alors le sujet de ce projet Cool Control, c'était d'optimiser finalement la chaîne du froid sous contrainte d'une maîtrise de la qualité sanitaire. Vous savez que, en gros, on utilise le froid essentiellement pour maîtriser le développement des micro-organismes pathogènes, sauf que, bien entendu, ça consomme beaucoup d'énergie. Et donc, l'idée de départ qui nous est venue, c'est de se dire, si on a une très bonne maîtrise de l'évolution, justement, des micro-organismes qui peuvent être potentiellement pathogènes, on peut peut-être se permettre de desserrer un petit peu la contrainte sur le froid, et en particulier sur les températures des ateliers où on va avoir de la transformation. Donc le point de départ, c'était cette réflexion-là, de se dire comment est-ce qu'on va faire pour continuer à respecter la réglementation et bien entendu à garder un produit sain qui va être mis sur le marché, et pour autant réduire les consommations d'énergie à coût faible, puisqu'il s'agit uniquement de travailler sur les consignes, donc on n'a pas de modification technologique particulière. Alors ça, c'est possible, mais c'est possible si on met de la science là-dedans et si on est capable de bien maîtriser les deux paramètres qui sont à la fois donc, la température et le développement des bactéries. Donc c'est pour ça qu'on a constitué donc, cette équipe avec des spécialistes de la microbiologie, des spécialistes de l'énergie, des spécialistes des machines frigorifiques. Donc 3 enjeux essentiellement, un enjeu économique bien sûr. Le but du jeu, c'est de réduire les consommations d'énergie. On sait que le froid, c'est une part très importante des consommations d'électricité et une part pas négligeable de la consommation d'énergie en général d'un site agroalimentaire. Donc travailler sur cette facture-là, c'est important. Ça a beaucoup évolué ces dernières années. Les prix de l'électricité ont pour beaucoup pas mal augmenté. Bien entendu, l'enjeu sanitaire, on ne peut pas déroger. Il n'y a pas de question à se poser sur est-ce qu'on peut desserrer la contrainte. Non, il n'y a pas. Il y a une obligation de mettre sur le marché un produit propre et consommable. Et puis il y a aussi quand même un enjeu sur l'aspect sociétal ou social, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans ces usines et des gens qui travaillent au froid. Et travailler au froid, c'est pas très agréable, c'est fatigant, et c'est aussi quelque chose qui a tendance à majorer tout ce qui est maladies professionnelles, notamment les troubles musculo-squelettiques. Donc si on peut améliorer ça aussi, c'est quand même important. Donc l'objet du projet, en fait, c'était de travailler finalement avec 3 modèles qui communiquent entre eux. Donc un modèle qui va prédire l'évolution des micro-organismes pathogènes, les listeria ou autres, en fonction de la température, parce que la donnée d'entrée étant la température, puis bien sûr la composition du produit alimentaire qui est en cours de transformation. Il y a un modèle qui est de thermique, c'est-à-dire on a une matrice alimentaire qui a une certaine taille, un certain poids, une certaine composition, et donc la température va évoluer à l'intérieur de ce produit-là en fonction de sa masse et son piéçage d'une manière dont on peut prévoir l'évolution. Et le dernier modèle, c'est un modèle énergétique qui, lui, à partir de l'information de la température dans l'atelier, va être capable de détecter la consommation d'énergie du système frigorifique. Donc au cours du projet, on a développé ou adapté ces 3 modèles-là de manière à obtenir finalement des éléments de décision. Le but du jeu à la fin, c'est d'offrir des moyens de décision à des industriels qui questionneraient l'évolution de leurs usages en termes de contrôle de la température dans l'atelier et de voir quel est l'impact que ça aurait sur la maîtrise sanitaire de leurs produits. Donc pour faire ça, on a fait des essais. On a bien sûr développé les modèles, mais on a aussi fait des essais. Et l'information qui était très importante, alors c'est un peu petit, je suis désolé, mais là on voit des évolutions de développement de micro-organismes pour différents micro-organismes comme la listeria ou E. coli par exemple, pour le schéma qui est le plus en haut à gauche là, enfin à ma gauche, donc votre droite. Ce qu'on a pu mesurer, c'est qu'à l'intérieur de la matrice alimentaire, quand bien même on augmenterait la température dans l'atelier au cours de l'étape de transformation, donc là c'était de la production de saucisses, donc voilà, on va mélanger la matière, la mettre en forme, etc. Donc il y a plusieurs opérations. Sur ces opérations-là, ce qu'on voit, c'est que si on passe d'une température de 4 degrés à 12 degrés, on n'a pas de différence vraiment importante de développement des micro-organismes, que ce soit donc pour la listeria, E. coli et la dernière, que je ne la connais pas bien, c'est Bacillus stephanensis. Ça ne doit pas être agréable, mais je ne la connais pas bien. En tout cas, ce qui est important, c'est de noter que... Bactéries sporulées, voilà. C'est pas bon. C'est pas bon. En tout cas, ce qui est très important, c'est de voir que voilà, on a fait des essais à 4 degrés, à 12 degrés, à peu près finalement le même développement bactérien pour ces 3 souches-là, et c'était à peu près la même chose pour la flore totale.
Donc ça, c'est vraiment très important. Ce qu'on a pu vérifier aussi grâce aux essais, c'est que les prévisions de croissance qui étaient obtenues grâce aux modèles qui ont été développés par l'Adria, elles étaient tout à fait bonnes, puisqu'on voit, vous voyez, à 4 degrés ou à 12 degrés, les prévisions de croissance prévues par le modèle et celles réalisées, vous voyez, la concordance est très très bonne. Donc ça veut dire que le modèle il fonctionne bien, on était plutôt confiant. Il y a juste un point sur lequel on a encore à améliorer, je dirais, la prise en compte et la connaissance de l'aspect microbiologique, c'est l'aspect des contaminations de surface. Parce que forcément, si on augmente la température des surfaces des tables de travail, des appareils qui sont utilisés pour la transformation des produits alimentaires, eh ben on a un risque que ça influe aussi sur la croissance, voire de la recontamination, c'est-à-dire que des bactéries qui sont sur la surface viennent recontaminer le produit qui arrive après une première production, etc. Donc ça, c'est un point sur lequel on a à améliorer notre compréhension du phénomène et à voir comment, en changeant éventuellement, je ne sais pas, les méthodes de nettoyage ou la conception, ou peut-être même la composition de la recette, on pourrait améliorer ce point-là. En tout cas, ça reste un point sur lequel on peut amener à travailler. Pour ce qui est des modèles, donc plus sur la thermique, je vais revenir sur des choses que je connais un petit peu mieux. On a donc développé un modèle qui permet de définir la température à cœur à partir de l'information de la température de l'atelier, donc en fonction justement des propriétés du matériau, de la taille, de la quantité de produits, etc. Donc bon, ça montre juste qu'on a été capable d'avoir un modèle qui prédit de l'ordre du degré la précision de la température. C'est on va dire, on pourrait faire mieux, mais ça reste dans finalement l'objectif qu'on s'était fixé d'être autour de plus ou moins 1 degré, et ça permet d'avoir une bonne prédiction des évolutions de micro-organismes. L'autre point sur lequel on a travaillé, c'est le modèle énergétique. Donc là, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut intégrer un certain nombre de choses, on va dire de phénomènes scientifiques un peu plus complexes pour modéliser toute la machine frigorifique et son comportement en fonction d'un certain nombre de paramètres. Bien sûr, la température de l'atelier, mais aussi ce qui se passe à l'extérieur, les cycles de fonctionnement, etc. Là, on a rencontré des difficultés qui ne sont pas totalement résolues à ce stade. C'est-à-dire qu'il nous arrivait quelque chose qui est plutôt inhabituel, c'est que le modèle était moins optimiste que la réalité. Ce qui nous laisse penser qu'au niveau de la mesure, il y a peut-être eu un enjeu. Donc, on a mené d'autres mesures depuis. Et on sait que l'ordre de grandeur est plutôt celui qui était prédit par le modèle, c'est-à-dire autour de 1/3 de gain. Donc, c'est déjà beaucoup, en fait, puisque c'est investissement zéro. On a juste changé le point de consigne. On peut gagner au moins jusqu'à 30, voire peut-être 40% de consommation d'énergie en passant de 4 degrés à 12 degrés, par exemple, dans l'atelier, tout en gardant, bien entendu, une maîtrise. Donc, pour conclure, et puis comme ça on laissera un peu de temps peut-être pour des questions, l'intérêt scientifique, c'est d'avoir croisé en fait 2 approches. L'approche énergétique, l'approche thermique, mais aussi l'approche microbiologique, et de faire discuter ces 2 modélisations-là pour avoir des éléments de décision, pour pouvoir prendre justement des décisions après, parce que ça se réfléchit atelier par atelier, et en tout cas au moins matrice alimentaire par matrice alimentaire. On a fait des choses avec de la saucisse, je ne suis pas sûr que ça marche avec tel ou tel autre aliment. En tout cas, pour nous, de toute façon, aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est mener d'autres étapes. On a fait une preuve de concept qui marchait dans un cas de figure bien particulier. L'idée maintenant, c'est de dupliquer ça, d'aller trouver d'autres cas de figure, d'autres matrices alimentaires, d'autres conditions de transformation pour pouvoir démontrer que cette approche-là, elle est valide et elle pourrait être déployée après pour être un élément de décision pour un industriel qui a besoin de prendre des décisions entre, bien sûr, une maîtrise sanitaire qui ne peut pas être abaissée, et puis des consommations d'énergie qui sont un élément important dans la maîtrise de ses dépenses et qu'il va falloir baisser pour autant que possible. Voilà, donc on recherche des partenaires, donc c'est un appel à manifestation. Si vous voulez approfondir cette discussion-là, on pourra prendre quelques minutes après. Alors, je vais continuer à parler, mais là je parle pour les autres, puisque nos amis de l'Institut de recherche INRAE ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Et finalement, il y a une continuité dans la discussion sur la question en fait, de la localisation des flux d'air et la maîtrise des flux d'air dans l'industrie agroalimentaire. Donc là, je vais plutôt parler pour la composante qui fait partie de l'Institut Carnot, qui s'appelle OPAL, donc qui est basée ici à Rennes. Donc l'enjeu, c'est le contexte des contaminations aéroportées. Donc, dans un atelier de transformation agroalimentaire, on peut avoir des micro-organismes, des polluants qui vont on va dire, se balader de manière non désirée à l'intérieur de l'usine, et on ne veut pas qu'ils viennent, bien sûr, contaminer la matrice alimentaire.
On a la question des conditions de travail que j'ai évoquées tout à l'heure aussi, qui peut être une difficulté, et puis la question des dépenses énergétiques. Et finalement, on retrouve les 3 piliers du développement durable ou de la RSE. Donc, il y a un certain nombre de concepts qui ont été développés, certains sur lesquels on a collaboré avec le pôle Cristal et Opal, notamment sur la localisation du froid, mais aussi d'autres concepts qui sont voisins. L'ensemble de l'idée étant de localiser en fait des flux d'air froid et propre sur les zones où on a besoin de protéger le produit, tout en maîtrisant peut-être moins finalement l'ensemble de l'ambiance, parce qu'on a souvent des grands volumes, très compliqué à maîtriser ça de manière parfaite. Donc finalement, autant travailler que dans la zone où on a besoin de travailler. Donc vous voyez là, sur les schémas, on a différents concepts en fait, qui peuvent être proposés, des concepts qui sont assez globaux, comme ceux qui sont le plus sur la gauche ici, où on va vers ensuite des concepts où on va plus être sur de la protection localisée, sur le produit. L'idée, c'est de se dire finalement, la zone produit est une zone froide et propre, et le reste de la zone de l'atelier est une zone moins froide et moins propre. Donc ça nécessite des adaptations technologiques. On a des bénéfices, on a aussi des transferts d'impact, en fait, comme on a souvent quand on est en multicritères. Donc on va moins consommer au global, mais on va être obligé de mettre en place un peu plus d'équipements pour pouvoir réussir à faire ça. Et on va aussi fixer le trajet du produit dans l'atelier agroalimentaire, ce qui n'est pas toujours possible. Ce qu'on peut voir quand même, c'est quand on fait ça, on est capable d'avoir une très bonne maîtrise à la fois de la propreté et de la température au niveau local, donc vraiment autour du produit. Donc ce qu'on voit sur le schéma qui est au-dessus de moi, c'est que la zone qui est autour du produit, donc sous finalement la cloche où on souffle l'air froid, eh bien cette zone-là, elle est parfaitement propre et froide. Et on peut, même s'il y a des perturbations, s'il y a des mains qui rentrent par le côté ou des choses comme ça, on arrive quand même à bien stabiliser cette zone-là. Donc ça, voilà, c'est une représentation un peu schématique, mais on a aussi travaillé d'ailleurs avec la CARSAT sur le côté vraiment confort au travail, pour qui ont caractérisé une vraie grande amélioration finalement par cette application-là du confort des personnes qui travaillent dans les ateliers. Alors ça, je pense que c'est un film, mais du coup, je ne sais pas si ça se voit. Voilà, donc là on voit justement avec les différentes vidéos. Donc vous voyez bien le flux d'air froid et propre qui descend avec la visualisation. Et on voit aussi sur les autres vidéos qui sont plutôt en haut là, que malgré la pénétration d'une main, on va quand même garder finalement une séparation de phase entre la zone moins froide et moins propre et la zone froide et propre. Donc ça, c'est le résultat de plusieurs programmes de recherche qui ont été menés et sur lesquels on peut continuer bien sûr à travailler sur l'adaptation de ces technologies-là. Voilà, j'ai été assez rapide. Je ne sais pas s'il nous reste un petit peu de temps pour des questions. Oui, ça nous laisse du temps pour les questions. Eh bien, tant mieux. Du coup, je crois que quelqu'un va passer un micro dans la salle. On vous a fait un point sur la réglementation. Donc moi, j'ai retenu la date du 19 août 2024, c'est ça? Oui, c'est bientôt. Et vous voyez aussi ce sur quoi les composantes de l'Institut Carnot Agri-Food Transition travaillent. Donc, que ce soit le confort au travail, que ce soit comment faire des économies d'énergie, mais en assurant évidemment la qualité sanitaire des produits. Et on voit l'intérêt de travailler à plusieurs composantes avec des compétences complémentaires, donc la microbio, les systèmes de froid, l'énergie. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai aussi des fiches sur la façon dont on adresse la question du froid à l'Institut Carnot, donc vous pourrez vous servir en partant. Est-ce qu'il y a une question ? J'avais un petit complément, Françoise, Bien sûr, en attendant qu'il y ait des questions. C'est que, en fait, les deux dernières études qui ont été présentées, là, elles sont séparées dans le temps. Donc, il y en a une qui est bien antérieure, celle de froid localisé, et il y en a une qui est plus actuelle, coût de contrôle. Et vous voyez que dans le froid localisé, on conservait 4 degrés au niveau de la manipulation. On était à une température supérieure dans l'atelier, alors que coût de contrôle, on a montré qu'en fait, à coup de 12 degrés, on n'avait pas de croissance quand même dans les conditions de l'essai, toutes choses étant égales par ailleurs, avec les micro-organismes testés, avec la matrice testée, etc. Mais ça veut dire qu'on pourrait aussi imaginer combiner les deux et aller encore plus loin. Donc il y a encore un très fort champ à creuser à ce niveau-là. Et dans le deuxième partie de coût de contrôle qu'on envisage, il y a beaucoup de choses à faire, mais on a besoin aussi de la participation d'industriels. Donc je relance l'appel de Frédéric. Et puis je voulais préciser aussi qu'effectivement on montrait qu'à 12 degrés, on avait plus
de bactéries présentes sur les surfaces, les coupons inox qui avaient été testés. En fait, on en avait plus, en tout cas, qu'on a revivifié. Alors qu'à 4 degrés, on a plus de stress qu'à 12 degrés. Donc, il se trouve, en fait, on a simplement des bactéries qui sont présentes, mais qu'on n'arrive pas à revivifier dans les conditions d'essai qu'on a fait. Ceci étant, même s'il reste des bactéries sur ces coupons, en fait, après, c'est une question de PMS, de plan de maîtrise de son PMS, de son plan de maîtrise sanitaire, de son plan de nettoyage. Donc, c'est tout à fait abordable dans un atelier agroalimentaire d'aller vers ce genre de situation. Voilà. Et j'avais une question pour mon voisin. C'était quoi la différence entre PRP et GWP? Parce que GWP, je connais, mais PRP, je ne connaissais pas. Il n'y a pas de différence. PRP, c'est l'appellation européenne. GWP, c'est... Bon, j'avais raté un épisode. Merci. S'il n'y a pas de questions, on vous remercie. Et on est à votre disposition encore quelques minutes si vous avez des questions plus personnelles, évidemment. Bon salon à tous. Merci.